Bienvenue sur la chaîne Conversation inspirante. Ici, nous plongeons dans les trésors littéraires pour explorer des idées puissantes et profondes. Que vous soyez un amateur de littérature ou simplement curieux, rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et partons ensemble dans ce voyage au cœur des mots et des pensées les plus inspirantes. Merci de nous rejoindre dans notre communauté et bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une question fascinante. L'idée d'une civilisation universelle. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité en devenir? C'est une grande question, en effet. On va explorer ça en s'appuyant sur une étude assez dense qui analyse les liens complexes entre la modernisation, l'occidentalisation et puis les changements dans l'équilibre mondial des pouvoirs et des cultures. Exactement. Notre objectif, c'est de décrypter un peu tout ça pour mieux saisir les dynamiques du monde actuel. Alors, allons-y. Oui, parce que cette idée de civilisation universelle, on l'entend souvent, mais qu'est-ce que ça recouvre vraiment? Les documents qu'on a étudiés, ils nuancent fortement cette notion. Ah oui, comment ça? Disons qu'il y a plusieurs sens possibles. D'abord, il y a un socle de valeurs morales de base, partagé, mais bon, ça c'est profond, mais c'est pas vraiment nouveau. D'accord. Ensuite, il y a l'idée, un peu datée, du XVIIIe siècle, des traits communs des sociétés dites civilisées, genre les villes, l'écriture. Mhm. Et puis, plus proche de nous, on parle de la culture de Davos. Ah, les élites mondialisées, hein. C'est ça, ces groupes qui partagent certaines valeurs occidentales, l'individualisme, le marché, la démocratie. Mais attention, ça ne représente qu'une toute petite fraction de la population mondiale, peut-être 1% ou même moins. D'accord. Et la culture de consommation alors? Coca-Cola, les jeans, Hollywood, ça se répand partout, non? Ça crée pas une sorte d'uniformité? C'est une illusion assez répandue que les sources déconstruisent bien. Consommer occidental, ce n'est pas s'occidentaliser. Ah bon? Non. L'essence de la culture occidentale, c'est bien plus profond que le BIMAC. C'est l'état de droit, certaines philosophies. Les sources donnent un exemple assez parlant. Des jeunes qui portent des jeans peuvent très bien vouloir faire sauter un avion américain. L'habit ne fait pas le moine, quoi. D'accord, c'est clair. Mais quid de la communication globale? L'anglais qui est partout, ça ne forge pas une culture commune, ça y? Alors, là aussi, les faits sont têtus. La part des anglophones natifs a même diminué dans le monde. Entre les années 50 et 90, par exemple. Ah oui, L'anglais fonctionne comme une lingua franca. C'est un outil, pratique certes, pour communiquer entre des cultures différentes. Son usage même présuppose que ces cultures restent distinctes. je vois. Et d'ailleurs, cette omniprésence médiatique occidentale, elle génère aussi du ressentiment. Et ça pousse à l'émergence ou au renforcement de médias locaux, régionaux. Une sorte de tour de Babel, moderne en quelque sorte. Et pour la religion, pas de religion universelle non plus. Au contraire, on assiste plutôt à un renouveau religieux assez puissant à l'échelle mondiale qui renforce justement les différences. L'islam, par exemple, connaît une croissance démographique très importante. C'est vrai. Bon, alors si ce n'est pas la culture universelle qui nous unit, la modernisation. Souvent, on pense que moderniser une société, c'est forcément l'occidentaliser. Voilà, ça c'est l'idée reçue centrale que l'analyse attaque de front. Modernisation, donc industrialisation, urbanisation, éducation de masse, et occidentalisation, ce sont deux choses différentes. Il faut distinguer les deux. Absolument. L'occidentalisation, ça implique l'adoption de traits culturels et institutionnels bien spécifiques à l'Occident. L'héritage classique gréco-romain, le christianisme, catholicisme, protestantisme, la séparation d'Église et de l'État, l'État de droit, le pluralisme social, l'individualisme. Mhm. Et l'argument clé des sources, c'est que la modernisation, elle, n'entraîne pas automatiquement l'adoption de tout ça. Et du coup, comment réagissent les sociétés non occidentales face à cette double pression Occident et modernisation? Les sources identifient principalement trois voies, trois stratégies. Oui. Premièrement, le rejet pur et simple. Ça existait, Japon, Chine autrefois, mais c'est devenu très difficile aujourd'hui. D'accord. Deuxièmement, ce qu'on appelle le kémalisme, du nom d'Atatürk en Turquie. Là, l'idée, c'est d'accepter et la modernisation et l'occidentalisation, quitte à sacrifier sa propre culture, jugée comme un obstacle. C'est radical. Très. Et troisièmement, le réformisme. Là, on cherche à adopter la modernisation technique, les outils, mais en préservant, voire en réaffirmant, sa propre culture. L'exemple classique, c'est l'esprit japonais, la technique occidentale, du Japon Meiji ou la Chine d'aujourd'hui.
Et ce qui est fascinant, c'est que vous disiez que la modernisation elle-même, elle peut renforcer les cultures locales. Ah, exactement. C'est un des points les plus forts de l'analyse. La modernisation donne aux sociétés non occidentales les moyens économiques, intellectuels, technologiques de se réapproprier leur histoire, de renforcer leur culture. Ça mène à une sorte de désoccidentalisation. Une indigénisation, c'est le terme utilisé. C'est ça, une résurgence indigène. Et tout ça, ça a forcément un impact sur la place de l'Occident? Non. Bien sûr, l'analyse dresse un tableau assez net. L'Occident est toujours dominant actuellement, mais sa puissance relative est sur une pente descendante, et ce depuis son apogée dans les années 1920. Ah oui, quand même. Oui, les données sont là. Contrôle territorial qui a fondu, poids démographique en baisse constante, on parle de peut-être 10% de la population mondiale en 2025, part dans la production économique et manufacturière qui diminue, même la puissance militaire n'est plus un monopole. Et ce déclin de la puissance dure, Il entraîne une érosion de la puissance douce, l'attractivité culturelle, l'influence idéologique, c'est mécanique. et donc cette indigénisation dont on parlait, c'est la conséquence directe de ce rééquilibrage. Précisément. Plus les sociétés non occidentales montent en puissance, notamment en Asie, plus elles gagnent en confiance dans leur propre culture. On voit partout une réaffirmation des valeurs locales. La réislamisation, l'hindouisation, la promotion des fameuses valeurs asiatiques ou confuciennes, le Nihonjinron au Japon. Mhm. Il y a même ce que les sources appellent le paradoxe démocratique. C'est-à-dire? Souvent, quand la démocratie s'installe dans des pays non occidentaux, elle porte au pouvoir des mouvements nationalistes, parfois anti-occidentaux, qui justement s'appuient sur ces valeurs indigènes retrouvées. Le monde devient plus moderne, oui, mais en même temps moins occidental. D'accord, donc si on résume cette exploration, l'idée d'une civilisation universelle unique qui serait calquée sur le modèle occidental, ça semble être largement un mythe, d'après ces analyses. C'est ce qui ressort, oui. La modernisation progresse, c'est un fait, mais elle s'accompagne, paradoxalement peut-être, d'une réaffirmation forte des cultures distinctes. Et tout ça dans un contexte de rééquilibrage global des pouvoirs. Le monde est vraiment en pleine mutation. Tout à fait. Et ça soulève une question cruciale pour l'avenir, qui n'est qu'effleurée ici. Maintenant que ces civilisations s'affirment plus fort tout en étant hyper connectées par la modernité, comment vont-elles coexister? Quel modèle d'interaction, de compréhension mutuelle ou de conflit pourrait émerger de ce monde à la fois plus moderne et moins occidental? Une excellente question pour continuer la réflexion. Voilà, matière à penser. Fin de cette analyse approfondie pour aujourd'hui.